Oui, allô? Oui, allô? Oui, d'accord. Juste une petite question. Est-ce qu'ils aperçoivent, est-ce qu'ils ont mon PowerPoint ou est-ce qu'ils le voient? Oui, d'accord, 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 d'accord. Très bien, d'accord. Entendu. Merci. Au revoir. Alors, bonjour à vous toutes et tous qui vous êtes en train de vous connecter donc pour m'entendre vous parler donc de cette présentation de Picasso et Miro à l'occasion donc de l'exposition qui a lieu donc en particulier à Barcelone. Et vous savez qu'Intermed donc organise des voyages à Barcelone pour cette exposition. Personnellement, donc, j'en accompagne trois. J'en accompagne un au début du mois de décembre et puis deux autres au courant du mois de janvier. Euh, alors, j'ai conçu un peu cette petite discussion qui va durer 1 heure et demie à peu près. Euh, donc, d'une manière un peu générale, c'est-à-dire que je vais surtout parler donc des courants, des tendances de leurs œuvres, de leurs deux œuvres, montrer ce qui les rapproche et aussi ce qui les différencie. Car ils sont extrêmement différents. On parle de l'amitié Picasso et Miro. En fait, c'est deux personnes complètement différentes qui s'entendaient extrêmement bien, comme vous le voyez sur la photo du PowerPoint là. Picasso, bien sûr, vous le reconnaissez à gauche, et puis donc Miro à droite. Il y a une différence d'âge assez importante entre eux, puisque Picasso, comme vous le voyez, donc est né en 1881, Miro en 1893. Il y a donc 12 ans d'écart entre les deux. Ils vont mourir à 10 ans d'intervalle, donc Picasso en 73, Miro en 83. Et donc, si vous voulez, le moment où Miro va arriver en pleine activité, si vous voulez, il va vraiment démarrer son activité d'artiste, c'est déjà une période où Picasso, qui la commence très tôt, est déjà pas mal lancé et a déjà, disons, une certaine bouteille, si vous me permettez, si vous me passez l'expression. Alors Picasso, donc, il naît à Malaga, il meurt en 73 à Mougins, donc en France, mais il va passer de longues années à Barcelone à partir de 1891 il va rentrer donc à l'école des Beaux-Arts de Barcelone. Il a commencé déjà à étudier la peinture, son père peint donc à Malaga, mais c'est surtout à Barcelone, aux Beaux-Arts de Barcelone qui va avoir de véritables maîtres et il va tout de suite se faire remarquer par son talent. Vous savez, il y a une phrase de lui que j'ai toujours beaucoup aimée. Il disait, à 7 ans, je savais peindre comme un homme de 50 ans, mais j'ai mis 50 ans à apprendre à peindre comme un enfant de 7 ans. Effectivement, c'est quelqu'un qui est très réaliste. Au musée Picasso de Barcelone, vous avez des premières œuvres de lui et vous voyez qu'il a une parfaite maîtrise, donc mimétique, si je puis dire, pour faire une peinture donc mimétique à laquelle il va bien sûr tourner le dos assez rapidement. Miro, lui, il va aussi commencer par, disons, des tendances assez réalistes, mais il va assez vite rencontrer les gens du groupe surréaliste. Il va aussi donc il va effectivement donc aussi aller à Barcelone. Il va s'installer à Barcelone et puis très vite aussi il va aller à Paris. Paris, c'est la capitale européenne, on peut dire même mondiale de l'art entre les deux guerres. Juste avant la Première Guerre et puis entre les deux guerres ensuite. Et donc, il faut aller à Paris. C'est là que se trouvent les grands mouvements post-impressionnistes, fauves, surréalistes, etc. C'est vraiment à Paris que ça va se développer. Et donc, tous deux donc, vont effectivement donc, aller au surréalisme. Hein. Miro, lui, va fréquenter une école de commerce, et puis l'école des Beaux-Arts en même temps à Barcelone. Et puis en 1911, donc vous voyez, il est pas vieux, hein, il a 18 ans, donc il va se décider de se consacrer donc à la peinture. Et en 1925, il va participer à la première exposition surréaliste
et de prendre ses distances avec le mouvement surréaliste. Mais vous savez que les surréalistes en général ont pris leur distance avec le mouvement à cause du caractère assez dictatorial donc d'André Breton. Voilà. Donc il va lui retourner en Espagne. Il va retourner en Espagne en 1940. Il va s'installer définitivement à Palma de Majorque en 1954. Mais il refusera toujours d'exposer en Espagne tant que Franco sera au pouvoir. Ça sera aussi un de leurs points communs, cette hostilité donc à la dictature de Franco. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si je puis dire, et on va voir quelles sont un petit peu leurs premières œuvres réelles, si vous voulez, pas les œuvres d'apprentissage, mais leurs premières œuvres réelles. Et on va tout de suite voir donc ce tableau qui date de 1905 de Picasso, donc, et qui s'appelle La famille d'acrobates avec un singe, donc une des premières périodes de Picasso. Et c'est intéressant parce que Picasso, il va utiliser très souvent l'histoire de la peinture. Il va faire beaucoup de citations d'histoire de la peinture dans son œuvre, même quand il peint de façon assez peu conforme à l'histoire. Et ici, par exemple, il va traiter dans cette famille d'acrobates, en fait, il traite un petit peu un sujet religieux. Il s'agit de la Sainte Famille, en fait. On peut assimiler cette famille d'acrobates à la Sainte Famille. Picasso va beaucoup travailler pour le monde du spectacle dans sa jeunesse. Il va faire, vous savez, des décors pour des ballets. Il va aussi il va beaucoup travailler sur le monde du cirque également. Et donc cette famille d'acrobates donc ressemble, disons, évoque un petit peu la Sainte Famille avec Joseph, Marie et puis Jésus. Et puis curieusement donc il y a ce singe qui est à côté d'eux et qui est immense grâce à la perspective, n'est-ce pas, aux déformations de la perspective, puisqu'il est au premier plan. Et ce singe, c'est peut-être déjà aussi une citation de tous les singes qu'on peut trouver dans l'histoire de la peinture. Vous savez que tous les grands peintres, beaucoup des grands peintres en tout cas, ont eu un singe. C'était pratique parce que ça permettait au départ d'épouiller. Un singe permettait d'épouiller. Il arrivait qu'on le loue 1 heure ou 2 pour qu'il épouille quelqu'un. Mais c'est aussi, plus sérieusement, disons, le symbole du peintre dans la tradition philosophique de la peinture depuis Platon. Puisque donc pour Platon, le peintre est un copiste de la réalité. Il n'est qu'un copiste. Il est le dernier citoyen de la République, puisqu'il est en fait, il copie la réalité, n'est-ce pas? Il se contente de copier la réalité. Donc c'est un singe. Et donc plusieurs fois, les peintres ont mis des singes dans leurs tableaux pour se moquer un peu de ce mépris qu'on avait pour les peintres, pour dire, eh bien, puisque vous nous prenez pour un singe, eh bien, en voilà un. C'est un, voyez aussi quelqu'un qui est dans une tradition, un tableau qui est dans une tradition classique, mais c'est aussi un tableau de misère parce que effectivement donc Picasso comme Miro vont vivre dans la misère dans leurs jeunes années avant de commencer à vendre leurs tableaux. Et le monde du cirque est aussi un monde de misère, vous voyez, qu'il y a toujours quand dans les tableaux qu'il fait sur le monde du cirque ou des danseurs par exemple, il y a toujours un côté un peu triste, un peu misérable, mais l'enfant qui est là et qui est bien vivant, vous voyez, qui semble jouer avec la mère, et puis il y a la tendresse même du père qui se penche vers lui, eh bien ça donne donc un motif d'espoir. Et donc c'est aussi donc un rappel. La Sainte Famille vivait dans la difficulté. C'était un couple, Marie et Joseph était un couple, disons, misérable, qui avait des conditions de vie difficiles, comme les artistes de cirque à l'époque. Donc il y a
une sorte de divinisation en quelque sorte de ces artistes pauvres que sont les gens du cirque, les peintres ou les gens de la danse. Et puis cette période, donc la période rose, va continuer avec ce tableau de 1906 qui se trouve à Buffalo, dans le musée de Buffalo, et avec cette femme, donc, ce nu féminin qui se contemple dans un miroir tenu par une autre femme. En fait, c'est un double portrait de Fernande Olivier, qui était la maîtresse de Picasso, une des premières maîtresses de Picasso, qui a vécu donc les années difficiles avec Picasso avant de mourir. Et enfin, elle est morte d'ailleurs plus tard. Mais si vous regardez bien, le personnage de droite, donc la Fernande de droite, si je puis dire, elle a une pose un petit peu, disons, à l'antique. Vous voyez, elle ressemble un petit peu à un kouros, ou bien elle a une place des pieds qui rappelle aussi la statuaire égyptienne. Elle fait un peu timide par rapport au nu féminin, et c'est un double portrait en fait de Fernande que réalise Picasso, un double portrait puisque donc le personnage de Fernande est double. Il est à la fois sensuel, ce qui se manifeste par le nu, et puis timide, un petit peu introverti. Ça se manifeste, n'est-ce pas? Ça se manifeste par ce personnage donc un peu raide qui tient le miroir et qui, elle, donc est habillée. Hein. C'est vous voyez, un petit peu déjà quelque chose qui est intéressant, parce qu'il s'éloigne un petit peu du mimétisme, de la représentation photographique, si je puis dire, d'une réalité. Et vous voyez le côté, disons, très succinct du décor, juste un sol rose et puis un mur derrière qui représente on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, qui est beaucoup plus, disons, léger que le mur du couple du cirque. Regardez, si on revient en arrière, eh bien le mur de fond, on ne sait pas trop, ça peut être une toile de décor ou une tente de cirque, vous voyez. En tout cas, c'est un décor qui est plus travaillé, qui signifie plus de choses que ce décor-là, qui n'est qu'une sorte d'enveloppe pour les deux personnages qui sont devant. C'est donc une vue idéale donc des deux côtés du même personnage. Vous voyez, on est un petit peu dans une reprise de ce qu'on appelle en peinture, dans la peinture classique, un contrapposto. Vous savez, quand on voit un personnage de face, un personnage de dos, et en fait c'est le même qui a posé, et c'est un moyen aussi de vous montrer, puisque là, disons, on n'est pas dans la sculpture, on ne peut pas tourner autour d'un personnage de tableau, et bien c'est un moyen de vous montrer donc deux faces d'un même personnage. Quelque chose que Picasso va développer plus tard, quand il vous montrera dans un seul portrait le personnage sous toutes ses faces, vous savez, avec donc un visage tourné de profil, avec un œil donc qu'on voit de profil, et puis un autre œil qu'on voit de face, lui, comme si on avait à la fois la vision du personnage de face et la vision de profil, ce qui évidemment dans la réalité est absolument impossible. Alors, dans sa jeunesse, Miro, lui, va, disons, parcourir un chemin un petit peu différent. D'abord, il va exposer en 1918, pardon, il va exposer donc en pleine Première Guerre mondiale, du 16 février au 3 mars 1918, il va exposer donc à Barcelone, dans une galerie de Barcelone, les galeries d'Almao. Et ce sera la première exposition individuelle de Miro. Mais Miro, il est à Barcelone, mais en même temps, comme Picasso, il fait des virées très fréquentes à Paris, et il va rencontrer à Paris donc des intellectuels parisiens, français, qui s'intéressent à la peinture, et en particulier le poète français Pierre Réverdy, aujourd'hui
un petit peu passé sous silence, mais qui a été une des grandes stars de la poésie autrefois, R-E-V-E-R-D-Y, Reverdy, Pierre Reverdy. Et Reverdy tient une revue d'art qui s'appelle Nord-Sud, tout à fait le programme de Picasso et de Miro, qui vont passer sans arrêt du sud, l'Espagne, au nord, Paris. Et ce journal, cette revue, qui est pliée comme un journal plié sur la table, vous voyez, avec marqué dessus Nord-Sud, comme si on avait déjà fait un collage, en quelque sorte, du journal lui-même. Eh bien, il traitait beaucoup du surréalisme Nord-Sud, et il exaltait un petit peu à dépasser le surréalisme, à dépasser, disons, les écoles précises de l'époque, les écoles artistiques précises de l'école, et à les transcender pour faire une sorte de synthèse de toutes les écoles, le fauvisme, le surréalisme après, etc. Et si vous regardez bien, cette citation donc de Pierre Reverdy s'accompagne aussi d'une citation, mais illisible, si je puis dire, de Goethe, puisque vous avez donc un livre de Goethe qui se trouve sur la table, à côté de la cage à oiseaux. Il se trouve que Goethe a composé, a travaillé sur disons, des échelles de peinture, et il a fait une théorie de la peinture, Goethe. Il a fait une théorie de la couleur. Et cette théorie de la couleur, c'est certainement ce que cite ici Miro, qui est encore très marqué dans ce tableau de Genèse, donc très marqué par le fauvisme, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez la présence de Goethe sur la table avec la revue théorique de Reverdy, donc prend toute sa signification. Voilà. Les Catalans sont très liés à l'époque à Paris. On est dans la Première Guerre mondiale, et les Catalans sont très marqués par cette guerre. Plusieurs milliers, je crois 10 000, quelque chose comme 10 000 volontaires catalans vont rejoindre les rangs des Alliés pour combattre donc en France. Et donc ils sont, vous voyez, ils sont très liés à Paris. Il y a aussi, on cite aussi beaucoup des textes qui s'appellent les Soirées de Paris, où ils découvrent donc des déclarations, des textes de Guillaume Apollinaire et de Blaise Cendrars. Donc, vous voyez, il y a une grande il y a de grands contacts entre les intellectuels catalans et les intellectuels parisiens. Et puis en Catalogne, beaucoup d'artistes français se réfugient en Catalogne à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale. Par exemple, Albert Glaise, Robert et Sonia Delaunay, Francis Picabia, voilà quelques-uns des artistes français qui se réfugient à Paris. D'ailleurs, regardez bien sous le vase qui est à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris se déplacer quand je la déplace sur l'image, mais vous voyez ce vase de gauche, eh bien, qui est posé donc sur la table, à côté d'une pomme, n'est-ce pas? On cite aussi Cézanne. Eh bien, on a, vous voyez, des espèces de cercles de couleurs concentriques en dessous, une sorte d'arc-en-ciel de couleurs, des cercles qui évoquent donc le couple Delaunay, Robert et Sonia Delaunay, qui travaillent beaucoup justement sur cette théorie des couleurs, avec donc des cercles, comme vous pouvez en voir par exemple beaucoup dans le musée d'art moderne de la ville de Paris, par exemple. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui rappellent aussi l'histoire de la peinture aussi. On parlait de la pomme de Cézanne aussi, vous voyez, l'espèce de cruche, et puis cet oiseau, donc cet oiseau derrière, donc qui va beaucoup marquer, il va être beaucoup marqué par le monde animal, Miro. Il va beaucoup avoir de chats autour de lui, citer des chats.
Et puis, il va beaucoup travailler aussi sur le monde des oiseaux. Vous savez que Picasso aussi pensait à la dite colombe de Picasso. Et il est marqué ici beaucoup par le fauvisme également. Vous voyez, donc Miro avec ce poisson qui se trouve donc entre la pomme et le livre de Goethe, ce poisson de toutes les couleurs. Hein. C'est un poisson, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais voilà, au départ, donc c'est un poisson. Et il a peint ça donc quand il était donc à Barcelone, et elle a fait partie de la collection privée donc de Paul et Adrien Mact donc à Paris, hein, la galerie Mact à Paris qui était partenaire de toutes les avant-gardes de peinture du XXe siècle. Tout à fait autre chose, alors toujours Miro. On est en 21-22, donc après la guerre, et ça s'appelle La Ferme. C'est une ferme que la famille Miro possédait à Montroig, M-O-N-T, trait d'union R-O-I-G, et qui a été, il a commencé ce tableau donc quand il était à Montroig, donc près de Tarragone, donc dans la région pas loin de Barcelone. Et il l'a terminé donc en atelier donc à Paris. C'est assez intéressant parce que, vous voyez, on est dans une sorte de naïveté de peinture un petit peu naïve qui évoque d'ailleurs un peu le travail sur les enluminures. Et il va trouver dans cette ferme et dans cette région, il va trouver une sorte de havre de paix. Quand il crèvera de faim à Paris, eh bien, il viendra se réfugier là et il dira pendant très longtemps qu'il ne peut travailler que à Montreuil. Hein. Il y a aussi une espèce de relation mythique qui le lie à la terre de la Catalogne. On raconte, c'est je crois Jacques Dupin, le poète Jacques Dupin, qui était très lié au mouvement d'avant-garde de la peinture de l'époque, et qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup écrit sur Miro en particulier, et aussi un peu sur Picasso, mais surtout sur Miro. Dupin raconte que quand il a fini ce tableau à Paris, en partant à Paris, il a emmené dans un petit sac, il a emmené la terre de Montroig, donc pour pouvoir garder le contact avec l'esprit de cette terre. C'est donc, vous voyez, un acte de fidélité, ce tableau, au plus près de la nature, à l'endroit où il a fait l'apprentissage de l'art et de la vie. Et vous voyez le détail, je ne sais pas si vous pouvez voir le détail très bien, mais le détail qui se passe dans cette espèce d'ouverture du bâtiment, avec beaucoup, vous voyez, de détails de petits objets. C'est fait avec beaucoup de minutie, je veux dire, un véritable travail d'enluminure. Et puis donc cet arbre qui va, rappelez-vous qu'il admire beaucoup Gaudi, hein, il est pas pour rien il est pas pour catalan pour rien, il admire beaucoup Gaudi, et vous savez donc l'importance qu'a l'arbre dans les études de Gaudi. Eh bien ça sera pareil, donc l'arbre va être quelque chose de très important dans l'œuvre de Miro. Hein. Donc il fait beaucoup de, vous voyez, il prête une grande attention à la terre, au détail, à la peinture donc du détail, au trait. Il sait aussi ce qu'on appelle sa période détailliste. Vous voyez, c'est toute une période, on va en voir d'autres exemples, toute une période où il peint vraiment les détails vraiment dans leurs moindres détails, si je puis dire. Vous voyez, là, tout est vraiment, ce sont des gens, Picasso et lui, dont on a dit qu'on pouvait qu'un enfant pouvait faire ce qu'il faisait, mais en même temps, c'est quand même des gens qui ont appris le métier et qui possèdent, disons, un art du dessin absolument fabuleux. Hein. C'est un tableau. Alors, il crève de faim. On va en parler. Ça va avoir une grande importance dans ses débuts, le fait d'être affamé. Et il va
il va essayer de vendre. Il faut absolument qu'il vende ce tableau. Alors il va le proposer, il va le proposer à la vente, et ça va pas se vendre. Personne ne veut l'acheter. Le galeriste va lui proposer de découper le tableau en petits tableaux, en petits bouts. Il dit que ça se vendra plus facilement, vous vendrez l'ensemble comme ça, mais par petits bouts, et ça sera plus facile que de vendre ce grand tableau que je n'arrive pas à vendre. Et heureusement, donc, il se fâche avec le galeriste, et puis un écrivain se porte acquéreur, ça sera Ernest Hemingway, grand amoureux aussi de la Catalogne et de Paris, donc deux endroits chers à Miro. Et Hemingway va acheter donc ce tableau. Il va l'acheter, je crois, quelque chose comme 5000 francs, donc 5000 francs de l'époque, hein, c'est pas donné quand même. Ce sera une belle affaire que fait Miro. Et Hemingway dira au sujet de ce tableau, il écrira: il y a là-dedans tout ce que vous sentez de l'Espagne quand vous y êtes, et aussi tout ce que vous sentez quand vous n'y êtes pas et que vous ne pouvez pas y aller. Personne d'autre n'a été capable de peindre ces deux choses très différentes. Vous voyez, un bel hommage donc d'Hemingway à Miro. Quand on voit ce tableau aussi, il faut bien penser qu'une des choses qui va pas mal le différencier de Picasso, c'est qu'il va avoir, disons, recours, il va faire appel, disons, il va se trouver intéressé en tout cas par les philosophies orientales, la philosophie japonaise, le shintoïsme par exemple. Et vous voyez, quand on voit ce mélange-là de la terre, l'intérieur des bâtiments, etc., l'arbre qui pousse, enfin, eh bien, la nature pour lui vibre et vit. C'est une conception en quelque sorte à la fois poétique, mais aussi liée à l'animisme, vous voyez, où les tableaux sont toujours finalement, depuis le début, le fruit d'une longue méditation. Et grâce au surréalisme, il va pouvoir s'affranchir, donc il va découvrir la liberté, donc s'affranchir de toutes les traditions de la construction de l'image, et de comprendre surtout qu'il n'y a pas d'autre logique dans la création artistique que la logique de l'artiste lui-même. Vous voyez, ça sera quelque chose de très important dans la conquête de sa liberté de création. Toujours dans la même époque, puisque en fait on est en 1919, eh bien il va donc peindre ces vignes et oliviers donc à Tarragone. Et ça, c'est un tableau très intéressant pour montrer son évolution. Regardez le cadrage. Donc, c'est un cadrage qui découpe la vision du paysage. Donc, ça découpe la vision du paysage. Donc, on est dans un cadrage photographique presque, hein, qui fait le choix d'une partie d'un ensemble, si vous voulez. Et puis, ça théâtralise aussi cet ensemble, puisque vous avez donc au premier plan 9 plants de vignes qui sont placés là, vous voyez, un peu comme vous savez, ces projecteurs qu'on met au théâtre, ce qu'on appelle la rampe, c'est-à-dire des projecteurs à l'avant-scène, donc au bord de la scène, en bas, et qui éclairent donc de bas en haut, donc en contre-plongée, donc le spectacle. Voilà, vous voyez, c'est conçu comme ça. Ces petits ceps de vigne, eh bien, c'est des choses donc qui sont vraiment très proches du théâtre, de la tradition donc théâtrale. Hein. Ces ceps vont jusqu'à un deuxième plan, qui est donc un paysage, et c'est un paysage assez étonnant. Si vous le regardez bien, on a l'impression que ce sont des papiers, vous voyez, des papiers colorés qu'on a découpés et qu'on a collés ici. Alors, c'est pas du tout un collage, c'est pas du tout, disons, le début du collage, n'est-ce pas? Même si il va découvrir très vite les collages avec les surréalistes, mais disons, ça donne, vous voyez, un côté un peu raide et un peu naïf
à l'ensemble, à la tonalité de ce tableau. Et puis derrière, vous avez ces oliviers. Donc on passe de la vigne aux oliviers grâce à cette transition. Et si vous regardez bien, les oliviers, ils sont faits avec beaucoup de petits points piqués comme ça, vous voyez, un peu du pointillisme comme cela, vous voyez. Et donc, vous voyez, en quelques lignes, en quelque sorte, il arrive à citer plusieurs des tendances de la peinture de l'époque. Vous voyez, il arrive à faire donc à citer cela, le pointillisme, les papiers peints collés, le théâtre, etc. Et puis on va au-delà, donc vers ces montagnes un peu à la Léonard de Vinci, si je puis dire. Elles sont calmes, elles sont tranquilles, comme le ciel lui-même, derrière lequel donc apparaît un soleil sans doute levant, puisqu'il n'est pas rouge. Hein. La délicatesse des petits points qui mouchettent donc les oliviers permet de passer la coloration un peu brutale, vous voyez, de la plaine à la douceur donc éthérée des montagnes. Donc, vous voyez, dans les tableaux de jeunesse de Miro, en fait, on a un amalgame de contrastes violents, les arabesques délicates des feuilles de vigne, donc des arabesques, des arrondis en quelque sorte, au contraire des angles très acérés dans le plan suivant, formés donc par une harmonie comme de papier découpé. Le pointillisme donc des oliviers, et ça vous retrouverez cette technique dans pas mal de tableaux de jeunesse donc de Miro. Et puis un ciel en général calme, vous avez vu aussi donc dans la ferme de Montreuil, comme le ciel bleu est calme, et ça sera un peu une des constantes de Miro. Pour en finir avec cette période de jeunesse de Miro, eh bien, en 1919 toujours, il peint l'église de Montreuil avec le village. Mais avant, je voudrais revenir un petit peu à une lettre qu'il écrit donc le 16 juillet 1918 à un de ses amis, M. Ricard. Et c'est vraiment quelque chose qui éclaire bien les tableaux, un texte qui éclaire bien les tableaux sur lesquels on s'est penché pour l'instant. Pas de simplification ni d'abstraction. En ce moment, je ne m'intéresse qu'à la calligraphie d'un arbre ou d'un toit, feuille par feuille, branche par branche, herbe par herbe, tuile par tuile. Ceci ne veut pas dire que ces paysages deviendront cubistes ou rageusement synthétiques. Après, on verra. Ce que je me propose de faire est de travailler longtemps sur les toiles et de les achever autant que possible. À la fin de la saison, et après avoir tant travaillé, peu importe si j'ai peu de toiles, l'hiver prochain, messieurs, les critiques continueront à dire que je persiste dans ma désorientation. Bon, petite pique aux critiques, mais vous voyez, ça explique bien la façon dont il travaille, donc avec beaucoup de minutie, beaucoup de réflexion. Il aborde une œuvre, il dira d'ailleurs quelque part qu'il n'aborde une œuvre qu'après beaucoup de temps de réflexion, et qu'une fois qu'il la commence, ça va très vite, parce que justement, il l'a tellement pensé que le travail après est presque mâché. Donc l'église de Montreuil, et ça aussi, ça explique bien le petit texte explique bien sa méthode. Au moment de travailler à un paysage, je commence par l'aimer, de cet amour qui est le fils de la lente compréhension de la grande richesse de nuances que donne le soleil. Vous voyez, lente compréhension. Bonheur d'atteindre dans le paysage à la compréhension d'un brin d'herbe, ce brin d'herbe aussi beau que l'arbre ou la montagne. L'animisme, le brin d'herbe est aussi important que la montagne, aussi important que l'arbre lui-même, aussi important que la plaine dans laquelle se trouve ce brin d'herbe. Le tout se trouve dans chacune de ces parties. Vous voyez, le tout donc se retrouve un petit peu dans toutes ces parties. C'est quelque chose une philosophie que va beaucoup développer Miro. Alors,
C'est le début, donc, vous voyez, cette église et le village de 1919. Donc, vous voyez, comme c'est l'évocation disons, de la Catalogne aussi, vous voyez, de ce pays donc difficile. Le petit jet d'eau au premier plan, vous voyez, la sortie de l'eau d'irrigation, si vous voulez, montre que ça ne se fait pas tout seul, qu'il faut que l'homme travaille cette nature. Et voyez comment donc le paysage est traité lui aussi avec beaucoup de minutie. Regardez comme il y a presque chaque brin d'herbe, on pourrait dire, ou chaque feuille est déterminée, en tout cas est citée, voyez. Et puis, c'est très rare aussi, dans ces paysages de cette époque-là, vous avez un être humain. Et cet être humain qui est en plein travail, il devrait être beaucoup plus grand avec le travail de la perspective, mais vous voyez, il est petit, il n'est pas immense, et donc il est petit par rapport à la nature, par rapport à l'histoire des hommes qui a fondé donc le village et l'église. Et donc il faut aussi reconnaître donc la finitude et la petitesse de l'homme. Vous voyez, dès le départ, chez Picasso et chez Miro, on a quand même une peinture extrêmement philosophique, pensée en quelque sorte. Alors il est en 24 à Paris et il va rencontrer donc tous les poètes surréalistes ou tous les artistes liés au surréalisme. Il va être ami avec Louis Aragon, qui va aussi d'ailleurs faire le joint avec Picasso. Vous savez que vous connaissez l'histoire du portrait de Staline que Aragon avait publié dans les lettres françaises et qui avait provoqué toute une polémique au sein du Parti communiste. André Breton lui-même, évidemment, Paul Éluard, Philippe Soupeau, qui sont des animateurs qui animent tous une revue qui s'appelle Littérature et qui sont donc en 24 créateurs donc du surréalisme. Il est accueilli à bras ouverts dans le groupe, mais évidemment personne ne peut l'aider parce qu'ils sont tous fauchés, ils manquent tous d'argent, ils ont tous faim en quelque sorte, et donc grâce aussi à André Breton, eh bien il va se libérer du modèle. Il va y avoir donc la libération par rapport au modèle. Vous connaissez l'histoire sans doute de Picasso avec le portrait de Gertrude Stein qui est une de ses grandes mécènes en quelque sorte. Il fait son portrait et il lui impose 80 séances de pause absolument interminables. Gertrude Stein en a assez. Et Picasso n'arrive pas à faire le portrait en la présence de Stein. Et il part plusieurs mois, il abandonne complètement le portrait, il ne voit pas Gertrude Stein pendant des mois, et quand il revient, très vite, il reprend le portrait, il le finit, et Gertrude Stein est absolument enthousiasmée par son portrait, et quelqu'un dira de ce portrait que jamais elle n'a été plus ressemblante. Mais il a fallu pour ça qu'il s'éloigne du modèle, qu'il prenne ses distances donc avec le modèle. Et vous voyez, c'est un peu ce que recommande donc de faire André Breton, se libérer du modèle. Et ça va aider Miro à se débarrasser, disons, du réalisme, de la tradition, de l'académisme, et même disons de certaines tendances cubistes, et de se frayer donc un chemin personnel. Alors tous les deux, quand même, il leur arrive, Picasso et Miro, de traiter le même thème, et voici des exemples donc de thèmes communs, deux façons donc de traiter le réalisme. Vous voyez, en 1917, donc deux tableaux de 1917. Miro, donc un balcon, la vue d'un balcon à Barcelone, et Picasso, donc un balcon aussi disons à Barcelone, mais qui donne, vous savez, sur la statue de Colomb.
de Christophe Colomb. Et vous voyez la différence tout de suite de style, même si d'ailleurs Picasso ne va pas rester dans cette tonalité de peinture. Là, on est, disons, encore un petit peu proche de ce que fait Matisse, par exemple, hein, qui sera aussi une des grandes références de Picasso, hein, au même titre que Miro, un grand ami de Picasso. Et vous voyez, par exemple, la façon dont Picasso trace les reflets du paysage sur les vitres. Vous voyez les volets donc qui sont reflétés sur les vitres. Et puis évidemment donc il y a une perspective. On voit la statue donc qui est dans la perspective frontale, centrale même on peut dire. Et puis ce qui est un petit peu nouveau donc c'est les hachures sur le mur de droite, les hachures grises qui sont dans un sens opposé aux hachures qui définissent le ciel, rouge et bleu, vous voyez, et donc qui donnent de la vie à cela, mais ça reste quelque chose de gracieux, c'est une manière que Picasso donc va assez rapidement abandonner. Le balcon de Miro, vous voyez, porte un peu aussi quand même la trace du cubisme, ne serait-ce que par le côté un petit peu étouffant, puisqu'il n'y a pas de vision, si vous voulez, d'échapper, donc, en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est quelque chose que Miro va lui aussi, donc, une manière que Miro va abandonner. Mais c'est intéressant de voir ce qu'ils peignaient tous les deux, vous voyez, la même année, vous voyez, alors qu'ils n'ont pas encore vraiment commencé leur évolution qui va les mener à leur grande période. Miro aussi, on peut dire, est un petit peu un des inventeurs du street art. Voici quelques exemples tirés du monde de Barcelone, n'est-ce pas? Il y a la sculpture, vous voyez à gauche, Femme et oiseau, donc qui est une sculpture gigantesque. Je ne sais pas si la photo témoigne de l'importance, de la hauteur de ça, de la sculpture. Elle se trouve dans le parc Joan Miró à Barcelone et elle fait 22 mètres de haut. Hein. Elle est impressionnante quand on la voit donc de près. Et puis vous avez donc la mosaïque Place de Los, vous voyez, qui est à droite, en haut à droite, et qui est sur les Ramblas. Et c'est amusant, vous voyez, elle est donc au sol, une mosaïque au sol, et vous voyez, personne n'est dessus. Et c'est vrai que les gens, instinctivement, ont tendance à en faire le tour, alors que pour Miro, elle était là pour être piétinée. Chaque fois que j'emmène un groupe à Barcelone et qu'on passe devant cette mosaïque, je dis toujours au groupe, mais marchez dessus, foulez-la, et les gens n'osent pas, alors qu'en fait, il faut, vous voyez, ça fait partie de la réflexion de Miro, l'art est consommable, ça n'est pas quelque chose qui est fait pour être à distance, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser, qui peut être utile, et là, donc, ça nous sert donc à marcher, ça nous sert à avancer. Et puis donc, vous voyez aussi que contrairement à Gaudi, qu'il admire et qui n'a jamais vraiment eu de commande publique, eh bien lui, il a des commandes publiques, ne serait-ce que la Femme et l'oiseau, la mosaïque par terre sur les Ramblas, et puis aussi donc cette mosaïque qui est à l'aéroport El Prat, donc vous voyez, et qui est donc bien en vue, qui est la première. Une des premières œuvres de Miro qu'on voit en arrivant. Alors Picasso, lui, il va dans un autre genre. Il va être assez peu marqué finalement Picasso par le surréalisme. Il va être beaucoup plus marqué par le cubisme. Vous savez, vous connaissez la phrase. Il a toujours le sens des formules, Picasso. Et il dit Braque, c'est ma femme. Alors Braque, c'est ma femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous les deux les parents donc du cubisme. Évidemment, Picasso ne peut pas être la femme, c'est pas possible. Il est donc l'homme. Braque, c'est la femme, donc c'est eux qui ont donné naissance donc au cubisme. Et
quand on demande donc au journal, quand le journal Le Petit Parisien fait un article qu'il intitule Qu'est-ce qu'un cubiste? Et il pose la question qu'est-ce qu'un cubiste? Eh bien, il répond c'est un peintre de l'école Braque-Picasso, mais en fait, Braque et Picasso n'ont jamais vraiment fait école. Et c'était pas du tout leur volonté, n'est-ce pas? C'était pas du tout la volonté des pères et mères du cubisme que d'avoir des enfants autres qu'eux. Picasso se reniera plus tard. Il reniera sa période cubiste. Il dira quand en 1935 on fait une exposition sur les créatures du cubisme, dont Picasso. Eh bien, il dira « Tout me dégoûte, mes propres choses les premières, il n'y a de bien que les papiers collés de Braque et le tableau de Raynal. Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. » Et ça, c'est une formule sur laquelle on reviendra, n'est-ce pas? Mais c'est une formule importante, donc de Picasso. Alors voilà, Picasso, donc, à Horta de Ebro. Horta de Ebro, donc, qui est un endroit qu'il aime beaucoup, qui lui plaît beaucoup. Et Gertrude Stein dira de ces paysages de Picasso que ce sont des paysages extraordinairement réalistes, car le paysage qu'il peint est en lui-même déjà cubiste. Et donc, il fait, en peignant ce paysage à la cubiste, de ne représenter justement que ce qu'est le paysage, c'est-à-dire un modèle donc de cubisme en lui-même. Vous voyez, on va très vite, disons, définir l'intérêt. Vous voyez, donc, surtout le paysage de gauche, l'usine. Il y a d'ailleurs pas d'usine à Horta de Ebro, c'est une invention de Picasso, donc je ne sais pas comment Gertrude Stein a pu dire que c'était un paysage très réaliste. Mais vous voyez, ce sont des blocs géométriques. Beaucoup de parallélépipèdes, de carrés, etc., ou de rectangles, et puis, de temps en temps, disons, quelque chose de rond. C'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait en peinture. Par exemple, Piero della Francesca, autrefois, était fasciné par la géométrisation donc du réel. Un coup, par exemple, c'était un coup humain, pour lui, c'était donc vous voyez, quelque chose d'arrondi comme ça, donc un élément géométrique. Et puis un visage, c'était un arrondi, donc c'était un cercle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup dans l'histoire de la peinture à une certaine époque, à l'époque de la Renaissance. Et puis, par exemple, que va développer beaucoup Fernand Léger également, hein, qui va aussi beaucoup travailler là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté étouffant de ces deux paysages. Vous voyez, il n'y a pas une infiltration d'air, en quelque sorte. Ce sont des blocs qui sont collés les uns aux autres. Il y a très peu d'arabesques. Vous en avez une au premier plan, donc sur le réservoir, n'est-ce pas, le tableau de droite, et puis avec les palmiers dans le tableau de gauche. Vous voyez, le ciel, il est également cubiste, il est fermé. Mais surtout, si vous regardez bien les ombres, ça c'est très intéressant, c'est vraiment une réflexion intéressante de Picasso. Vous avez des ombres qui sont contradictoires, c'est-à-dire que, par exemple, prenez le bâtiment, ce bâtiment tout en longueur, qui se trouve à gauche. La lumière tape le pan de toit par la gauche. Vous voyez, il vient donc, la lumière vient de la gauche. Comment se fait-il alors que le mur ici ne soit pas dans l'ombre? Vous voyez? Et vous avez comme ça aussi beaucoup, vous voyez ici aussi, vous avez un éclat de lumière dans un endroit, vous voyez ici, un éclat de lumière dans un endroit qui devrait être à l'ombre, qui n'est pas donc éclairé. Pareil ici, vous voyez, si la lumière vient sur le toit de gauche, le pan de toit de gauche, comment se fait-il que la partie gauche de la cheminée soit dans l'ombre? En fait, on peut dire que ce que peint Picasso, c'est l'inverse de ce que peignaient les impressionnistes. L'impressionniste, c'était le moment précis. Picasso, l'instantané. Picasso, il va peindre quelque chose qui se voit toute la journée, avec le soleil qui tourne. Et donc, il va dans la peinture qui, depuis l'impressionnisme, est une peinture du moment, une peinture de l'instant,
il va rétablir, il va réintroduire la temporalité, il va réintroduire donc le dynamisme du temps. Je vois donc, on me dit que on ne voit pas ma souris sur le. Alors je vais essayer d'être plus précis dans mes descriptions. Hein, oui. Voilà, bon, c'est dommage qu'on ne voit pas la souris, il me sert un peu de pointeur là. En tout cas, voilà, vous voyez, donc c'est quelque chose d'intéressant que dans le cubisme selon Picasso, donc on a cette réflexion donc sur le temps qui passe. Hein. En même temps, il y a tout un travail que l'on trouve aussi chez Miro, dans par exemple la toile sur la ferme que vous avez vue. Il y a tout un travail sur la rugosité de la matière, si vous voulez, des matériaux, et la rugosité de la toile également. Vous voyez, on se débrouille pour que la trame, le support sur lequel on peint apparaisse donc dans sa rugosité. Hein. Vous voyez, on peut dire que c'est quelque part une relation au réel, mais ça n'est pas vraiment du réalisme, puisque on transforme ce réel, n'est-ce pas, peut-être justement parce qu'on pense ce réel, on repense ce réel, et qu'on n'est pas, contrairement à ce que racontait Platon, donc dans la simple imitation, le simple mimétisme de ce réel. Ça va être aussi une des grandes idées, donc une des grandes idées du travail de Picasso. La perspective qui est un peu truquée par le travail sur la lumière, n'est-ce pas, montre que c'est avec Picasso, avec Miro, on est dans la fin de l'immobilisme temporel, donc la peinture récente, enfin que la peinture du 19e siècle avait à la suite de la peinture classique avait donc créé. Et puis un des moments où vraiment on est en 1925 où ça va beaucoup changer pour Miro, c'est que Miro, qui pour l'instant vous avez vu est un très bon dessinateur, va découvrir la couleur du bleu. Vous voyez, il va découvrir le bleu. Et le bleu va devenir une des couleurs préférées de Miro quelques années avant Yves Klein, n'est-ce pas? Et alors, dans les photos que vous avez, que je vous présente, la photo du haut, vous voyez, ce tableau, ce bleu du haut n'est pas le même que celui d'en bas. La photo est fausse au point de vue couleur. Il faut prendre la couleur du bas. Hein, c'est la photo du bas qui est la plus proche de la couleur. C'est quelque chose, vous voyez, de l'abstraction finalement, mais de l'abstraction qui sollicite votre imaginaire. Par exemple, moi personnellement, j'aime beaucoup cette toile qui est en bas à droite et puis en haut également. Donc, vous voyez, avec ce trait rouge descendant qui précède donc ces espèces de petits cailloux noirs qui parsèment la toile, qui vont vers l'autre bord de la toile, comme si ça ouvrait un chemin. Vous voyez, à vous d'imaginer. Il va dire quelque part que, en fait, ce qu'il peint, en fait, ce ne sont pas des choses, ce sont des prétextes à déclencher votre imagination. Alors, quand il fait ces tableaux, il va beaucoup penser. Il va se comparer aux archers japonais. Les archers japonais qui, quand ils doivent, à l'époque des samouraïs, quand ils devaient donc faire des tirs, ils se concentraient énormément, parfois une journée entière, et d'un seul coup, donc, ils lâchaient leurs flèches. Et lui, c'est pareil, il va accumuler donc de l'énergie, et une fois que cette énergie est accumulée, une fois que cette réflexion est arrivée à maturité, il se lance, il dessine, et il peint, et ça le laisse, d'ailleurs, il fait plusieurs toiles en même temps, il a fait pratiquement toutes ces toiles bleues en même temps,
3 toiles en même temps, et il va donc se retrouver épuisé le soir par l'intensité donc de sa réflexion. Quelqu'un me dit quel nom pour ces toiles? Des rêves. Alors regardez, hein, Madame Françoise Millot me dit cela. Eh bien, regardez, il répond à votre question en fait par cette toile que personnellement j'aime beaucoup. Photo, hein, ça s'appelle photo, mais photo de quoi? Eh bien, de cette tache bleue, vous voyez, du même bleu que les tableaux qu'on a vus, même si les photos étaient un peu trompeuses. Hein. Cette couleur-ci, d'ailleurs, est plus proche de la réalité. Et regardez ce qui est écrit en dessous, avec cette technique surréaliste hein, qui consiste à introduire des textes dans une œuvre plastique. Ceci est la couleur de mes rêves. Hein, voilà, donc vous voyez, on peut dire oui, ce sont ces photos, ces tableaux bleus, donc le bleu de Miro est peut-être effectivement donc quelque chose qui a trait au rêve. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est une sorte on sort finalement du contact avec la réalité, avec le réel, mais on passe dans l'introspection. Ça va devenir donc une sorte de peintre de l'introspection et qui va d'ailleurs le détacher beaucoup des peintres, des collègues en quelque sorte, y compris de Picasso. C'est une amitié réelle, l'amitié une estime réelle de Picasso et de Miro, mais ça va pas sans anicroche. Et il va par exemple dire de Picasso, j'ai vu quelques expositions des peintres modernes, Picasso, très fin, très sensible, un grand peintre, la visite à son atelier m'a démoralisé. Tout est peint pour son marchand, pour l'argent. Une visite chez Picasso, c'est comme une visite à une danseuse étoile qui a trop de soupirants. Voilà, donc c'est pas très gentil pour Picasso. Hein. Mais voilà, donc il va en faisant cela se souvenir que il crève de faim ou qu'il a crevé de faim et que il crevait tellement de faim qu'il avait des hallucinations et il peignait donc en quelque sorte ses hallucinations. C'est pourquoi vous voyez, c'est une tâche, on pourrait dire ça, et la tâche, il va y revenir beaucoup plus tard dans sa vie, mais c'est aussi quelque chose, par exemple, que vous trouvez chez Henri Michaud, la tâche due à des hallucinations. Chez Michaud, c'était parce qu'il était, à la suite d'une maladie, il avait été soigné avec des drogues calmantes et il avait fini par devenir drogué, par devenir accro aux drogues. Hein. Voilà. Donc il va aussi donc passer à une sorte d'onirisme poétique. Il va relire les champs magnétiques, par exemple. Il va relire Jarry. Il a une véritable vénération pour Alfred Jarry. Il va lire Maldoror, Nadja d'André Breton, n'est-ce pas? L'infini, on frappe, faites entrer l'infini. Ça, c'est Aragon. Hein, et il va vraiment donc se tourner vers ça grâce au surréalisme qu'il va dépasser, mais auquel donc il devra toujours quand même une partie de son inspiration. Voilà la nouvelle manière de Miro donc qui va en 24-25, donc vous voyez dans ce tableau qui est aussi au musée de Buffalo, qui a beaucoup de Miro. Donc c'est un tableau qui est proche, qui est marqué par le surréalisme, qui est proche du contemporain du manifeste d'André Breton. Je n'ai pas, malheureusement, sur ma reproduction, je n'ai pas l'intégralité du tableau, mais c'est donc le carnaval d'Arlequin. J'ai essayé, dit-il, de traduire les hallucinations que la faim produisait. Je ne peignais pas ce que je voyais en rêve, comme diraient aujourd'hui Breton et les siens, mais ce que la faim produisait, une forme de trame ressemblant à ce que ressentent les orientaux. Les écheveaux, ça c'est un texte de lui, les écheveaux de fil défaits par les chats vêtus en arlequin s'enroulent en poignardant mes entrailles. Poignardant mes entrailles, hein, on a les entrailles poignardées par la faim.
Vous voyez, on a donc le carnaval d'Arlequin. Il y a dans la partie que vous ne voyez pas à gauche, il y a une échelle, l'échelle donc des songes, hein, qui mène donc qui permet l'évasion des moments un peu trop difficiles. Ici, vous avez un personnage donc qui joue de la guitare, n'est-ce pas, et qui fait de la musique, et ça, c'est son tube digestif qui descend, qui descend, qui descend. On voit qu'il a faim, n'est-ce pas? Et puis en bas, vous avez un chat. Il y en a un autre dans la partie du tableau, là vous ne voyez pas. Il y a un chat qui joue avec une pelote de fil. Et puis en haut, vous avez une fenêtre, et dans cette fenêtre, il faut imaginer qu'il y a en haut à droite, vous ne voyez que le début de la fenêtre, il y a un triangle, et ce triangle, c'est la Tour Eiffel, donc un symbole de l'avant-garde, n'est-ce pas, de l'avant-garde artistique, n'est-ce pas, même si beaucoup d'artistes, y compris le grand Zola, donc étaient contre la Tour Eiffel, voulaient qu'on la démonte. Hein. Voilà. C'est intéressant, vous voyez, c'est vraiment le moment où il va trouver son style, son nouveau monde en quelque sorte. Hein. Il y a aussi des poissons volants, il y a une espèce d'insecte qui ressemble à un singe qui sort d'un dé, n'est-ce pas? Enfin, c'est tout un monde onirique que vous voyez qui sort de là, on y retrouve donc aussi le goût de la vivacité chromatique, le sens de la fantaisie fantastique de la tradition méditerranéenne, et il ne représente plus, comme dans la ferme, le réel, la réalité visible, mais seulement la réalité de son inconscient. Et c'est une sorte de plongée dans l'inconscient, plus peut-être encore que dans les rêves, et c'est un moment de réjouissance en même temps, n'est-ce pas? Le carnaval, c'est lié aussi à la joie, n'est-ce pas? Donc c'est un tableau aussi qui doit quelque part donc exulter. Hein. Et puis alors il va faire toute une série d'œuvres appelées les constellations. Alors on ne sait pas trop combien il y en a. D'ailleurs, les spécialistes de Miro sont pas d'accord entre eux. Par exemple, Jacques Dupin, que j'ai déjà cité, compte 23 tableaux de constellations. Et puis il y en a 30 pour la Fondation Miro de Barcelone. Breton a publié des poèmes dans un recueil qui s'appelle Constellations, et il s'est inspiré donc de 24 de ces constellations, donc il semble que le chiffre dépasse donc les 23 de Jacques Dupin. Le chant du rossignol, bon, je passe vite là-dessus parce qu'il y en a d'autres une autre qui est plus intéressante, mais le chant du rossignol et la constellation au réveil, vous voyez, c'est le chant du rossignol, vous avez comme ici, vous voyez, si vous avez à gauche en haut une sorte de forme noire ronde avec du rouge. Puis si vous allez un petit peu plus à droite, vous avez un personnage, vous voyez, une sorte d'animal qui ouvre sa gueule, et au-dessus de lui, il y a une tête d'oiseau, vous voyez, on voit comme un bec d'oiseau qui s'ouvre. Eh bien ça, c'est notre rossignol. Et vous voyez, vous avez en dessous donc une lune. Le chant du rossignol, normalement c'est à l'aube. Là, il le fait dans le moment de la lune, donc dans la nuit. Et puis, au contraire, au réveil, vous avez ces rouges, vous voyez, et ces bruns qui s'enchaînent, qui contrastent entre eux, avec deux personnages, vous voyez, sur la gauche de l'image, deux têtes. Une première, vous voyez, il y a comme un œil jaune. Eh bien, si vous regardez à gauche, vous voyez une tête avec des cheveux, une femme avec des cheveux. Et puis juste en dessous, donc, une autre femme on voit les yeux, le nez, un bandeau rouge, et puis deux seins donc dessinés en dessous, qui nous indiquent bien que c'est une femme. Et donc c'est le réveil, vous voyez, c'est le moment donc où on se réveille. Et puis peut-être le plus célèbre, c'est ce tableau-là, c'est l'étoile du matin,
qui est un tableau de 1940. Vous voyez, on avance chez Miro, et c'est une constellation. Elle fait partie des constellations. Il dit, quand il a peint cette œuvre, il écrit à Roland Penrose, qui était un spécialiste aussi de peinture. Il lui dit: une fois terminé mon travail à la peinture à l'huile, j'ai trempé mes pinceaux dans l'essence et je les ai essuyés sur des feuilles blanches sans idée préconçue. Ce barbouillage m'a mis de bonne humeur et a provoqué la naissance de multiples formes, personnages, animaux, étoiles, ciel, lune, soleil, etc. Alors, si vous regardez à droite, alors c'est un petit peu, si vous voulez, Miro, il faut le considérer un peu comme, vous savez, ces dessins pour les enfants. On leur dit, il faut que tu trouves un lion, par exemple, dans ce dessin. C'est une forêt, et puis le lion, il est formé par la forme des feuilles des arbres, etc. Enfin, il n'est pas dessiné en tant que lion, mais il faut le découvrir dans le fouillis, si vous voulez, du dessin. Miro, c'est un peu pareil, vous voyez, c'est un jeu d'enfant adulte, en quelque sorte. Et vous avez cette étoile noire en haut à droite, et juste en dessous, vous avez, en dessous à gauche, vous voyez, légèrement à gauche, vous avez cette forme ovale. Dedans, vous avez des yeux. Vous voyez, on voit deux yeux, et puis un nez. J'espère que vous le voyez. Oui, quelqu'un dit ça ressemble à du Bosch. Oui, effectivement, il y a du Bosch chez Miro. Hein, quelqu'un d'entre vous me dit ça dans le chat. Alors, ces deux yeux sont de face, et au-dessus, vous avez deux autres yeux qui sont vus de profil. Hein, c'est comme chez Picasso. Et puis, en bas, à leur gauche, un peu en bas, vous avez un œil vu de face, un œil énorme. Alors, ça veut dire quoi? C'est une femme, ça. C'est une femme qui est dessinée. Pardon, mesdames, c'est pas très ressemblant avec une dame, avec une femme, mais enfin, c'est une femme selon Miro. Mais vous allez voir, c'est plutôt élogieux parce que tous ces yeux, donc une femme qui a 5 yeux représentés, ça vous montre que elle observe tous les éléments du tableau en même temps, métaphoriquement. Puisque c'est dans les étoiles, donc métaphoriquement, donc elle observe l'univers tout entier. Elle est à la base de l'univers, et on verra aussi donc tout à l'heure un autre tableau de Miro où la femme est vraiment une des composantes importantes de l'univers. Voilà. Et puis vous avez une autre tête, vous voyez en bas à gauche, vous avez une tête qui est renversée, tête d'animal, avec la bouche grande ouverte, la gueule grande ouverte, une langue qui sort, qui est rouge en bas et noire en haut. Et puis, vous voyez, on voit des dents qui sont crénelées, hein, qui sont crénelées. Et le tableau, peut-être aussi un des plus célèbres, c'est Vers l'arc-en-ciel, donc Miro, Vers l'arc-en-ciel. Vous voyez, aussi un autre en 1941. Donc, si vous regardez bien, en bas à droite, vous avez un personnage, une sorte de personnage à la Bosch également, hein, finalement, qui ouvre des espèces de bras ou d'ailes qui montent vers le haut. Et donc, c'est comme s'il envoyait toutes ces petites parcelles d'univers, en quelque sorte, qu'il les envoyait vers le haut pour former donc un arc-en-ciel, puisque l'arc-en-ciel donc est dans le ciel. C'est l'élévation en quelque sorte de l'arc-en-ciel. Alors évidemment, Picasso, lui, il va dans une voie complètement différente avec ces demoiselles d'Avignon que vous connaissez bien sûr, hein, qui est peut-être l'apogée du cubisme. Braque était quand même donc le co-cubiste, n'est-ce pas? Il disait, c'est comme boire du pétrole en mangeant de l'étoupe enflammée, tellement ça brûle, tellement c'est nouveau, hein, c'est nouveau dans la peinture. 5 personnes, 5 femmes qui étaient au début, les 2 femmes du centre étaient remplacées par un étudiant et par un marin. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une maison close. Et André Salmon avait qualifié cette œuvre, il l'avait appelée, mais d'un titre que n'aimait pas Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, les prostituées d'Avignon. Hein, on est dans une maison close en fait. Et Picasso a retiré
les deux personnages masculins pour ne mettre que des femmes. Et des femmes très diverses. Les deux personnages qui nous font face, qui sont au centre, donc, ce sont des femmes peintes à la manière ibérique, avec des yeux un peu, vous voyez, écarquillés, des poses un peu lascives. Le personnage en haut à droite, il a une tête cubiste qui ressemble à un masque africain, en fait, vous voyez. Et Picasso commence à faire sa collection donc de masques de population ancienne qui va être une collection qui va développer toute sa vie. À gauche, vous avez ce personnage vous voyez, qui ressemble, je vous avais dit tout à l'heure quand on voyait la femme à la toilette, que le personnage habillé avait un pied en avant, un peu à l'égyptienne. Ce personnage, donc, vous voyez, qui est vu de profil, d'ailleurs, comme en Égypte, n'est-ce pas, il a la tête, le visage de profil, il a le pied en avant. Le personnage de droite en bas, c'est le seul personnage vraiment cubiste de ce tableau. Son visage est le seul qui soit véritablement cubiste. Et dans ce tableau qui est donc provocateur en quelque sorte, hein, qui est une véritable provocation, eh bien il y a encore une autre provocation. Il y a une reprise du thème n'est-ce pas, du déjeuner sur l'herbe de Manet, avec, vous savez, dans le déjeuner sur l'herbe de Manet, il y a une nature morte au premier plan. Là, vous avez également une nature morte, et cette nature morte, vous savez, c'était le dernier degré zéro, enfin, de la peinture dans la tradition, c'était vraiment le dernier des genres picturaux. Eh bien, c'est aussi, donc, vous voyez, un moyen pour dire, eh bien, voyez, nous ne pensons pas qu'il y ait des choses qui soient inférieures aux autres. Tout dans la peinture est au même plan. Et c'est aussi une citation, d'ailleurs, de la mort de Sardanapale, qui est au Louvre de Delacroix, avec aussi au premier plan de ce tableau terrible, eh bien, une nature morte. Hein. Voilà, c'est pas, vous voyez, contrairement à Miro qui cherche quand même d'une certaine façon la beauté, c'est pas beau au sens traditionnel du terme. Et Picasso avait dit un jour à Gertrude Stein, c'est elle qui cite Picasso, mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Picasso a dit que celui qui crée une chose est forcé de la faire laide. Dans l'effort de création, on lutte, il en résulte toujours une certaine laideur. Ceux qui suivent avec le recul peuvent faire mieux et plaire davantage parce que ceux-là n'ont pas à lutter, ils savent ce qu'ils font, où ils vont, la chose étant déjà créée. Voilà, donc il ne cherche pas, vous avez compris qu'il ne cherche pas la beauté, hein, la notion de beauté n'entre pas dans les catégories donc de Picasso. Picasso et Miro vont tous les deux donc affronter le fascisme, et ça va donner évidemment, vous le savez, ce tableau donc de Guernica de Picasso, qui est évidemment la dénonciation, qui est créée pour l'Espagne républicaine à l'exposition, le pavillon de l'Espagne républicaine à l'exposition universelle. Et ce tableau, donc, vous savez, n'ira jamais en Espagne avant la mort de Franco. Il faudra attendre la mort de Franco pour que, eh bien, on le laisse aller en Espagne, là où il est maintenant. Un officier allemand vient, un général allemand vient, qui est admirateur de Picasso, on trouve de tout, hein. Eh bien, il va voir l'atelier de Picasso à Paris quand Picasso travaille à Paris. Et Picasso, donc sachant qu'il va venir le voir, il est un peu embêté de recevoir un nazi. Il met Guernica donc à l'entrée de son atelier. Et l'officier allemand lui dit en rentrant, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso lui répond, ah non, c'est vous, puisque vous savez que Guernica, c'est l'aviation allemande qui a bombardé donc le village de Guernica un jour de marché et qui a tué un nombre important de civils. C'est très intéressant comme tableau, c'est vraiment, vous voyez, la déstructuration complète de l'espace, comme le franquisme a été la déstructuration de l'Espagne, avec beaucoup de citations
de l'histoire de la peinture. Par exemple, le personnage complètement à droite, vous voyez, qui lève les mains au ciel, qui est comme dans une fenêtre, c'est une reprise d'un des personnages de Raphaël au Vatican, dans les chambres du Vatican, dans les stanze de Raphaël, hein, l'incendie du Borgo, et il y a un personnage affolé comme ça qui lève ses mains, qui lève les mains au ciel. Vous avez aussi, il faut évidemment le discerner, au centre du tableau, donc une femme qui essaye une espèce de femme qui rampe comme ça et qui veut s'en aller en protégeant son enfant. C'est la reprise du thème de la Pietà, hein, la femme qui protège donc son enfant, même s'il est mort, eh bien elle le berce. Hein. Et puis vous avez ce cheval aussi qui est quelque chose aussi qui est une redite de beaucoup de tableaux de guerre, n'est-ce pas? Et qui sera aussi le cheval qui ouvre la gueule, le chien qui ouvre la gueule. C'est vraiment un des thèmes dramatiques habituels de Picasso. Et puis vous avez le taureau qui, selon les moments chez Picasso, représente soit la force de l'homme, soit la virilité donc de l'homme, soit au contraire la force brute. Et là, évidemment, c'est la force brute qui intervient. C'est peut-être dans ce tableau la seule citation de l'agresseur. Vous voyez, on ne voit que des victimes. Il n'y aurait que ce taureau, si on le prend comme ça, eh bien, et d'ailleurs, il a l'air de commencer à martyriser peut-être cette dame qui est à gauche, n'est-ce pas, qui se tord, qui se cambre. Eh bien, c'est peut-être le seul élément brutal, enfin, de l'agresseur de ce tableau. Hein. Il y a un très bel hommage de Hockney sur ce tableau qui dit « Au moment de quitter le XXe siècle, nous sommes encore aux prises avec Picasso et avec la nécessité d'approfondir ses idées. » Il y a évidemment aussi l'influence de Goya, n'est-ce pas, mais vous la verrez après. Vous avez ce très beau texte aussi de Picasso qui dit « La guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre un peuple, contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai Guernica, et de toutes mes œuvres récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. » Alors, il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi la guerre de Corée. Hein, il est hostile à la guerre de Corée. Il dénonce cette guerre américaine en Corée. Hein, et pour cela, eh bien, il va interpréter donc le 13 de Mayo de Goya. Vous voyez, vous avez les soldats à gauche, la disposition est la même, et puis les gens qu'on va fusiller donc à gauche. Ben là, c'est pareil, hein, donc les soldats à droite, les gens qu'on va fusiller à gauche. Vous avez, vous voyez, les trois personnages avec des visages complètement détruits à gauche, qui correspondent, n'est-ce pas, à ces personnages, à ce groupe qui n'est-ce pas, soutient celui qui est en train d'être fusillé. Et puis le couple, au contraire, qui reste stoïque, eh bien c'est le personnage qui se fait fusiller chez Goya et qui a le courage donc de crier vive l'Espagne, n'est-ce pas, en levant les bras. Et vous voyez là, on est contrairement à Goya qui prend à peu près à hauteur des gens, à hauteur humaine. Lui, il fait une très légère contre-plongée et ça donne, ça robotise encore plus ces soldats, donc qui sont donc des brutes à tuer. Hein. Il va faire aussi cette très belle série à Valoris. Il sait que Matisse fait sa chapelle à Vence. Lui, il est à Valoris et il va donc décorer aussi une chapelle avec la guerre et la paix. Là, c'est le panneau de la guerre. Vous voyez, il est très marqué donc par toute la brutalité qui est dans le monde. Et vous voyez que la citation qu'il fait aussi, c'est une citation
un peu, je dirais qui ne montre pas d'époque. On est évidemment à la sortie de de la Seconde Guerre mondiale, mais il parle de toutes les guerres avec donc ces citations aussi de l'Antiquité. Vous voyez, regardez le personnage de gauche donc qui porte la colombe de la paix, n'est-ce pas, sur son bouclier, et pendant que l'on massacre avec comme sur un char de l'Antiquité. Miro, lui, va travailler là-dessus aussi, et il va faire ce tableau de la nature morte à la vieille chaussure quand on est au moment de la guerre civile espagnole et puis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez comme les couleurs de Miro changent. Vous voyez, on est vraiment dans un coloris différent. Les couleurs témoignent de la douleur, de l'angoisse de Miro. Et vous avez en bas à droite, vous voyez, la vieille chaussure qui est là, nature morte à la vieille chaussure, et puis nature morte, vraiment morte, puisque regardez, vous avez une tête de mort juste au-dessus qui transforme ce tableau en une sorte de vanité, n'est-ce pas? Et puis la fourchette qui pique dans de la chair, n'est-ce pas? Comme les armes ont pu piquer dans le corps des hommes. La guerre et le fascisme espagnol donc sont très marqués aussi par cette espèce d'épure. Vous voyez, l'art de Miro se transforme et va d'épure en épure avec cette femme devant des excréments. Il cite Rembrandt, un texte de Rembrandt qui dit « Je trouve des rubis et des émeraudes dans un tas de fumier ». C'était un moyen pour Rembrandt de dire qu'il n'y avait pas de sujet défendu ou inférieur. Vous avez à gauche un personnage masculin. Vous voyez, on voit son sexe. Hein, les sexes sont représentés de façon très visible. Et puis donc au milieu, vous avez cette femme avec des bras gigantesques. Un sexe également donc qui est important, et qui semble, l'homme et la femme semblent vouloir se tomber dans les bras l'un de l'autre, mais quelque chose les sépare. C'est l'immonde ou l'immondice, et l'immondice, vous l'avez à droite. Vous voyez la petite chose là, comme une espèce de serpent à sonnette qui est dressé. C'est un excrément, et évidemment l'excrément donc c'est le fascisme, c'est la guerre, c'est la mort, c'est l'anéantissement de l'humanité. Évidemment, vous voyez, autant Picasso exprime a un rapport, disons, franc avec la réalité, autant là on passe par vraiment une sorte d'évocation lointaine, vous voyez, symbolique. On ne montre pas des soldats qui tuent, mais on montre un excrément, n'est-ce pas? C'est l'excrément de l'humanité, c'est la fin de l'humanité. Quand il faisait ses tableaux, il expliquait qu'il commence à colorer en fait avec les noirs. Hein. On voit bien, c'est un bel exemple ce tableau de cette technique. Il commence à colorer avec les noirs, et lorsqu'il est content, il passe aux couleurs qui suivent le dessin et qui suivent un certain équilibre. Il met un rouge près du noir. Vous voyez, on voit bien l'importance des rouges. Puis un bleu. Il y a du bleu effectivement. Hein. Puis un vert, et après un vert, un jaune. Et il fait ça longtemps. Et puis dans les années 50, il se reproche de se limiter. Il dit, mais si je mets toujours un rouge après un noir, je me limite. C'est quelque chose donc qui me limite. Il va évidemment avec Picasso, puisqu'ils sont les héritiers des impressionnistes, de Renoir, aussi donc de Cézanne. Eh bien, ils vont faire des baigneuses. La baigneuse de Miro,
Donc il l'a peint à l'automne 1924. Il est encore à Montreuil, donc dans une période euphorique, si je puis dire. Alors, c'est une baigneuse, vous voyez, avec ce très beau bleu. Là, tu veux dire que la photo est assez proche de la réalité. Il faut chercher dans les méandres du tableau, il faut chercher le personnage. Vous voyez en haut, vous avez la lune à gauche, le croissant de lune. À droite, vous avez des petites ondulations blanches. Et au milieu, vous voyez une barre noire qui descend verticale. Cette barre noire, en haut de la barre, vous distinguez peut-être un rond. C'est une tête de femme. Puis vous descendez. Au moment où cette barre noire croise une barre horizontale, qui est la ligne d'horizon, vous avez les bras de cette femme qui partent, qui sont grands et qui occupent tout l'espace latéral, vous voyez, du tableau. Et puis, quand vous descendez, vous continuez sur le corps de la femme, et la ligne verticale noire aboutit à un bateau qui est sur l'eau, puisque vous voyez donc les petites ondes qui sont dessinées en blanc. Hein. Donc c'est une femme immatérielle qui rappelle, si vous voulez, la femme dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, avec les cinq lieux. Elle est immatérielle, et elle est immatérielle parce qu'elle a infusé sa féminité au monde. Le monde est féminin, il est engendré, l'univers est engendré par les éléments féminins, par une femme, je ne sais pas, mais en tout cas par des éléments féminins. Et la mer, le ciel, la lune en ont hérité. C'est pourquoi ils baignent, même s'ils ne sont pas bleus, ils baignent donc dans le bleu, qui est l'élément féminin par excellence. Et elle occupe tout l'espace de la toile, tout l'univers, vous voyez, en quelque sorte, cette femme, comme l'autre qui aussi maîtrisait tout le cosmos. C'est une femme cosmique, elle aussi. Hein. La femme chez Miro, elle est avant tout, donc, elle est avant tout cosmique. Et puis, Picasso, lui, il fait sa baigneuse en 1937, donc le 8 février 37, il fait ça le 18 février, lui, 37. Le 8 février, donc 10 jours avant, Malaga, la ville de Picasso, est prise par les troupes nationalistes. Et en l'espace de quelques jours, les 10, 12 et 18 février, Picasso peint 3 scènes de plage inquiétantes où dominent donc des baigneuses absolument monumentales. Il est dans cette période un petit peu de retour au classique avec ces formes donc énormes que l'on reconnaît, en tout cas que l'on peut reconnaître. Hein. Il va, au lieu de jouer à la balle, elles sont repliées sur elles-mêmes. Le corps de celle-ci s'inscrit dans un ovale, vous voyez, et elle lit un livre comme si elle se réfugiait dans l'imaginaire pour fuir la réalité triste, ou au contraire, peut-être parce que elle y lit donc le déchiffrage de la réalité et un moyen de lutter contre cette réalité. C'est le moment où il est en train de quitter dans sa vie Marie-Thérèse Walter, qui a été sa compagne des années 1930, et qu'il commence donc sa liaison donc avec Dora Maar. Marie-Thérèse Walter a fait ce mot amusant. C'est leur fille qui en parle. Elle dit: quand ma mère voyait une couleur nouvelle dans un tableau de mon père, eh bien, elle se disait: ah, il y a une autre femme sous cloche. Il y a anguille sous roche, en quelque sorte. Les 3 points rouges, quelqu'un me demande ce que sont les 3 points rouges, c'est très bien vu. Eh bien, simplement, ça n'est rien, c'est simplement pour faire vibrer le reste, hein, ça n'a pas de signification. Ce sont 3 petits points, comme il est dans le bleu, eh bien, il met dans ce bleu pour disons, faire vibrer un petit peu la couleur. Il met ces 3 petits points rouges qui sont donc une autre couleur primaire, et vous savez que donc les 2 couleurs primaires ensemble, ça se choque,
Et donc, voilà, c'est juste, voilà, ça n'a pas d'autre signification que cela. Comme vous voyez, il imite c'est très bien conçu, hein, c'est très bien construit avec ces petites, sur la tête du personnage féminin, vous voyez, il y a ces ondulations blanches qui correspondent aux ondulations en haut à droite, aux ondulations en bas à gauche, donc de la mer. Puis ils ont aussi, n'est-ce pas, d'autres points communs, d'autres choses communes. Ce taureau, n'est-ce pas, le taureau donc le taureau de Picasso en haut, et puis le taureau complètement différent, n'est-ce pas, beaucoup plus gentil, beaucoup moins cubiste, si je puis dire, beaucoup moins géométrisé, donc tout en courbe finalement, donc de notre ami Miro. Alors je passe vite sur aussi la façon dont ils vont retranscrire la peinture classique. Ils vont s'inspirer de la peinture classique. Miro va faire 3 intérieurs hollandais, inspirés de 2 tableaux de Jan Steen et d'un tableau de Sorg. Celui-là, c'est donc le joueur de luth de Sorg. Et vous voyez que le tableau de Miro à gauche représente exactement la même chose, qu'il a la même construction, la même disposition que le tableau de Sorg à droite. Simplement, donc le joueur de luth est devenu immense, la femme, elle est minuscule, elle est presque invisible, hein, elle se confond avec la nappe, mais c'est le chien qui est intéressant parce que le tableau de Sorg qui est au-dessus de la femme, c'est un tableau qui représente un meurtre, et donc une mort. Et le tableau et le chien de Miro, vous voyez, il est en train de manger un os, mais il semble lui-même devenir un os, comme s'il était en train de mourir, vous voyez. Et Miro, dans cette espèce de flamboyance de couleurs, vous voyez, exprime donc le tragique qui, dans le tableau de Sorg, se trouve dans le cadre lui-même, qu'on voit d'ailleurs très mal, hein, qui est tout à fait dans l'obscur du clair-obscur. Pareil, alors Jan Steen était un peintre hollandais spécialiste des scènes de genre, un ami il avait rencontré Molière et il aimait beaucoup les farces de Molière. C'était un homme qui était resté très attentif à ça, et c'est donc les enfants qui apprennent la danse à un chat, les chats qui aimaient beaucoup Miro, ils voyaient que le chat de Miro, il se laisse beaucoup moins faire que le chat donc de Jan Steen. Et puis vous avez donc cette femme à sa toilette aussi de Jan Steen que représente Miro, donc vous voyez en transposant dans son monde intérieur donc la vision donc objective donc de Jan Steen. Picasso, lui, il va beaucoup faire de citations de la peinture, beaucoup de variations sur des thèmes d'autres peintres, par exemple les femmes d'Alger de Lacroix, et puis beaucoup les Ménines d'après Velázquez. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 2 choses qui sont intéressantes. Il ouvre les fenêtres, vous voyez, elles sont fermées dans le tableau de Velázquez. Picasso les ouvre, donc la lumière est faite différemment, et elle vient taper contre le peintre, donc Velázquez à gauche, mais c'est Picasso évidemment, donc qui s'autoportraiture, si je puis dire, en peintre. Et la différence entre les 2 tableaux, vous voyez, c'est aussi la différence dans les revendications du peintre. Velázquez, tout génie qu'il fût, était un peintre de cour. Picasso, eh bien, il représente ces peintres qui ont conquis leur indépendance. Velázquez, vous voyez, il est pas plus grand que les autres, et son tableau n'emplit pas tout l'espace, alors que le tableau de Picasso sort de l'espace, vous voyez, le haut du tableau n'est pas visible, et Picasso est un géant par rapport à tous les autres. L'infante, le roi, tous ces gens-là, eh bien, sont des gens rapetissés par rapport donc à Picasso lui-même. Et puis la fin
leur fin à tous les deux. Miro va vers le dépouillement ultime, un dépouillement qu'il a commencé dans les années 68. Il y a des tableaux, il a fait des tableaux sur mai 68 qui sont très dépouillés et où il se lance dans le tachisme. J'ai parlé d'Henri Michaud tout à l'heure. Eh bien, la peinture de Miro vers la fin de sa vie, donc, se dépouille complètement. Le trait se fait jet, se fait éclat de peinture. Il a inspiré Pollock. Pollock l'a également, vous voyez, inspiré en retour. Il retrouve aussi une sorte de primitivisme, si je puis dire, comme dans les grottes primitives. Vous voyez, il y a la trace des mains du peintre sur le tableau de gauche, n'est-ce pas? Et il est très proche d'un peintre que vous ne connaissez peut-être pas trop, mais qui est un peintre que personnellement j'apprécie beaucoup, qui s'appelle C-Y, plus loin Twomby, T-W-O-M-B-Y, dont beaucoup de choses se trouvent, d'œuvres de lui se trouvent d'ailleurs au musée Pompidou à Beaubourg, hein, et qui avait justement fait toute une série de tableaux sur l'assassinat de Kennedy. Et l'assassinat de Kennedy se manifeste par des jets d'encre rouge, donc de taches rouges sur un support. C'est le sang donc qui gicle. Et puis les derniers tableaux de Miro, ça il y a toute une salle extraordinaire pour ça au musée Miro à Barcelone. C'est le dépouillement ultime, c'est le retour à la ligne. Vous voyez, il n'y a qu'une ligne qui est tracée, une sorte de ligne donc qui n'est pas droite, qui ondule, qui serpente, et c'est la dernière trace, si vous voulez, que laisse Miro. Chez Picasso, la dernière trace, c'est effectivement quelque chose de tout à fait différent. Ce sont des autoportraits. J'appelle ça Finita la commedia, hein. La comédie est finie, la comédie de la vie est finie. 30 juin, 4 juillet, il meurt après avoir fait ce dernier tableau, hein, il meurt quelques heures après, mais jusqu'au bout, il travaille, et je trouve ces deux tableaux terrifiants. Je crois que Picasso est avec Basquiat un de ceux qui a vraiment rendu le côté terrible de la mort, l'effarement devant la mort. Regardez ces yeux dilatés, ce visage anguleux, les yeux dilatés du 30 juin, du tableau de gauche. Hein. C'est vraiment Picasso qui se regarde, qui sait qu'il a 91 ans, il sait qu'il est en train de mourir, que c'est proche, et vous avez presque toute une sorte de comment dirais-je, de synthèse de l'œuvre de Picasso dans ses derniers autoportraits. Vous avez l'expressionnisme, hein, ces deux tableaux absolument un retour à l'expressionnisme terrifiant, les couleurs pastel bleu et rose. Vous avez le primitivisme avec la simplification de la forme, ce que fait aussi, mais dans un autre sens beaucoup plus abstrait, Miro, avec la simplification des formes, et puis la ressemblance aussi entre le visage et les masques africains, par exemple, hein. Le cubisme, avec les formes géométriques des éléments du visage, le surréalisme aussi, avec le graphisme noir des épaules, qui évoque les dessins et les écritures automatiques. On a l'impression que c'est vraiment fait extrêmement vite. Et puis l'autoportrait du 4 juillet, évidemment, c'est terrible. Il reprend l'autoportrait du 30 juin, 4 jours avant, donc par un découpage en facettes, et puis ce jeu de hachures extrêmement violente. Il a 91 ans, il regarde en face son avenir, il n'adoucit pas, il n'arrange pas, il ne triche pas, n'est-ce pas? Il est comme Rembrandt qui se peint vieillissant, lui il se peint en train de mourir, et ces deux tableaux sur lesquels il finit et qui sont deux tableaux
qui nous mettent dans l'angoisse. Hein. Ces deux tableaux qui nous laissent finalement pas du tout apaisés, contrairement à ce que fait Miro, mais au contraire qui nous laisse dans l'angoisse. Hein. Voilà ce qui nous attend en quelque sorte. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop désespéré, que vous n'allez pas faire des cauchemars cette nuit en vous montrant ces deux derniers portraits, mais c'est vraiment parmi jusqu'au bout. Vous voyez, il a été quand même très, il a été créatif, un créateur. Petite anecdote pour finir, dans un voyage intermède à Salzbourg, j'ai eu je ne sais pas s'il écoute ce que je vous dis, mais j'avais un monsieur qui était spécialiste de l'art primitif et qui avait été un de ceux qui avait fait la succession Picasso pour tout ce qui concernait l'art primitif, et il me racontait que c'est absolument inachevé, c'est-à-dire que chaque fois qu'on ouvre une armoire quelque part dans un des bâtiments qu'a occupé Picasso, on ouvre l'armoire et il y a une collection extraordinaire donc de choses, d'œuvres d'art primitifs. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre attention. J'ai été un petit peu long, et puis j'espère que je vous donne envie donc de vous repencher sur ces deux grands génies que sont donc nos deux personnages donc barcelonais d'adoption finalement, hein, en tout cas pour Picasso. Et voilà, et que vous allez vous plonger dedans. Merci beaucoup à vous, et je termine l'événement. Donc ce qu'on appelle l'événement, hein, c'est le terme informaticien.